Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La loi du pays, en Polynésie française. Illustration de couverture. Photographie de la reproduction d'un tihi, figure masculine à deux têtes, en provenance des îles sous le vent, centre des métiers d'art de la Polynésie française. Nous remercions Monsieur Viri Taimana, directeur du Centre des métiers d'art de la Polynésie française, pour son aimable concours. Mise en page. Totem infographie tel 687 79 54 30 toteminfo@mac.com www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan@wanadoo.fr Copyright l'Harmattan, 2011. Tout droit réservé. Porte Océane. Collection dirigée par Frédéric Angleviel, professeur des universités en histoire. Cette collection est dédiée en premier lieu à une meilleure connaissance de l'Océanie, à partir de l'édition cohérente des articles d'art de chercheurs reconnus, ou de la mise en perspective d'une thématique à travers les contributions les plus notables. La collection Porte Océane a donc pour objectif de créer des ponts entre les différents acteurs de la recherche et de mettre à la disposition de tous des bouquets d'articles et de contributions, publications éparses méconnues et souvent épuisées. En effet, la recherche disposant désormais de très nombreuses possibilités d'édition, on constate souvent une fragmentation et une dissémination de la connaissance. Ces rééditions en cohérence se veulent donc un outil au service des sciences humaines et sociales appliquées au milieu insulaire de l'ère Pacifique. En second lieu, la collection Porte Océane a pour ambition de permettre la diffusion auprès du public francophone des principaux résultats de la recherche internationale, grâce à une politique concertée et progressive de traduction. Tout naturellement, elle permettra aussi la publication de colloques ou de séminaires sans s'interdire la publication d'ouvrages mettant à la disposition du public les derniers travaux universitaires ou des recherches originales. Déjà paru. Frédéric Angleviel, Histoire de la Nouvelle-Calédonie. Nouvelles approches, nouveaux objets 2005. Sonia Fassel, Vision des îles, Tahiti et l'imaginaire européen. Du mythe à son exploitation littéraire, 18e-20e siècle, 2006. Alain Moirand, Droit institutionnel de la Polynésie française, 2007. Mounira Chatti, Nicolas Clinchamp et Stéphanie Vigier, Pouvoirès et Politiquès en Océanie, acte du 19e colloque Corail, 2007. Sémir Al-Wardi, Tahiti Nuit ou les dérives de l'autonomie, 2008. Frédéric Angleviel, Dire, Chant pour l'au-delà des mers. Mélange en l'honneur du professeur Jean Martin, 2008. Benoît Carteron, Identité culturelle et sentiment de pépartenance en Nouvelle-Calédonie, 2008. Frédéric Angleviel et Jean-Michel Lebigre, De la Nouvelle-Calédonie au Pacifique, 2009. Dumas Pascal et Lebigre Jean-Michel Dire. La Brousse, représentation et enjeux 2010. Apparaître. Nathalie Kartatchev, La vie quotidienne amarrée, tome 1, Au temps des vieux. Poirine Bernard, Tahiti, une économie sous serre. Michel Vaution, Langue et identité à Vanuatu. Collectif, Franconésia. Études anglophones. Collectif, Franconésia. Études italiennes. Claire Lowe et Céline Borello, Histoire religieuse d'Océanie. Allocution de Madame le professeur Louise Peltzer, présidente de l'Université de la Polynésie française. Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française. Monsieur le conseiller d'État. Mesdames et Messieurs les membres du Haut Commissariat, Haut Conseil, du Secrétariat général de la Polynésie française, de la Chambre territoriale des comptes. Mes chers collègues. Chers étudiants. Mesdames et Messieurs. Je me réjouis de vous accueillir dans notre université pour cette journée d'études sur les lois du pays de la Polynésie française, qui s'inscrit dans le cadre de notre master de droit des activités économiques. Cette journée est d'abord organisée pour nos étudiants et je les remercie de leur participation studieuse, mais nous sommes aussi heureux de recevoir tous ceux qui, dans les services de l'État, du pays et des communes, sont concernés, à un degré ou à un autre,
par l'activité normative de la Polynésie française et dont nous ressentons la présence comme une marque d'estime et un grand honneur. En consacrant aux lois du pays une journée d'études, avec nos collègues de l'université, mais aussi avec M. Rémi Keller du Conseil d'État ainsi qu'avec les membres du Haut Conseil de la Polynésie française, que je salue chaleureusement et à qui je tiens à exprimer ma gratitude pour leur précieux concours, l'Université de la Polynésie française entend signifier qu'elle ne reste pas à l'écart des préoccupations juridiques de tous ceux qui sont chargés d'écrire la norme de droit, de la faire voter, de l'expliquer et de l'appliquer. Ce, dans le respect de nos grands principes et des valeurs de la République. Il lui appartient en effet d'éclairer l'ordonnancement juridique polynésien, qui, si j'en crois ce que de nombreux auteurs ont souligné dans leurs travaux, entretient un certain désordre normatif. Votre contribution est donc attendue avec intérêt, et je n'en doute pas, constituera une référence pour ceux qui voudront comprendre le droit de la Polynésie française. C'est pourquoi je vous souhaite de bons travaux, fructueux et denses, des échanges stimulants et pour nos étudiants, de belles conférences sur les lois du pays en Polynésie française. Merci de votre écoute. Moruru Roa et comme on dit à Tahiti, Fa'aito 1. Allocution de Madame Chantal Tayata. Deuxième questeur de l'Assemblée de la Polynésie française. Madame la Présidente de l'Université. Mesdames et Messieurs les représentants. Monsieur le Conseiller d'État. Mesdames et Messieurs les membres du Haut Conseil. Madame la Secrétaire Générale de l'Assemblée de la Polynésie française. Mesdames et Messieurs. C'est avec un grand plaisir, au nom du président de notre Assemblée, M. Édouard Fritsch, que je vous accueille pour ce cocktail organisé en votre honneur. Étant donné la nature du thème de votre journée d'études, il nous est apparu évident que vous soyez les invités de notre institution, la même où nous votons les lois du pays. Les résultats des travaux de votre journée d'études ne peuvent que contribuer à nous éclairer sur cette nouvelle norme que constitue la loi du pays. Lorsqu'en 2004 la loi statutaire a introduit dans notre ordre juridique cette fameuse loi du pays, je ne vous cache pas qu'un certain nombre d'élus ont été quelque peu circonspects et même parfois critiques à son égard. En effet, la loi du pays est une norme complexe à mettre en œuvre et nous nous sommes légitimement interrogés sur l'intérêt d'y recourir. Cette loi du pays, nous avait-on expliqué, est destinée à intervenir dans le domaine législatif. Mais depuis des décennies, la Polynésie française, lorsqu'elle n'était encore qu'un territoire d'outre-mer, disposait déjà de la possibilité d'intervenir dans le domaine de la loi, par de simples délibérations. Alors, pourquoi inventer un nouveau label et ce d'autant plus que la loi du pays n'a pas valeur législative ? Il s'avère que vos débats apportent des éléments de réponse à nos interrogations. La loi du pays ne serait pas un gadget, c'est une norme singulière, soumise à un contrôle juridictionnel spécifique qui relève exclusivement de la compétence du Conseil d'État. Ce contrôle s'apparente sur bien des points au contrôle de constitutionnalité de la loi. Aussi, si certains peuvent regretter que la loi du pays, comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie, n'ait pas force législative et ne puisse être déférée que devant le Conseil d'État, on peut néanmoins se satisfaire du fait que l'essentiel du régime qui caractérise la loi républicaine ou la loi du pays néo-calédonienne ait été appliqué à la loi du pays polynésienne. Toutefois, en tant que porte-parole de cette institution, je voudrais vous confier que, à la pratique, le processus d'adoption de la loi du pays par notre Assemblée n'était pas toujours adapté. C'est un processus parfois long et complexe, qui ne peut répondre de manière rapide à des situations qui nécessiteraient des délais plus rapprochés. À titre d'illustration, les élus de l'Assemblée viennent d'adopter un collectif budgétaire dans le cadre d'un plan de relance de l'économie présenté par le gouvernement de la Polynésie française. Nous avons voté les crédits, notamment pour la préservation des emplois et pour le soutien aux entreprises. Or, cette partie du plan de relance, malgré l'urgence, ne pourra pas être mise immédiatement en œuvre, car nous sommes confrontés à l'adoption préalable de lois du pays créant des mesures nouvelles. Il nous faudra donc attendre encore plusieurs mois, le temps que le processus législatif puisse s'achever, avant de pouvoir les mettre en œuvre. Il nous apparaît donc utile et opportun qu'un travail de réflexion sur la simplification de la procédure puisse s'engager. En tout cas, merci aux initiateurs de cette rencontre. Merci à vous tous,
dont certains sont venus de métropole ou de Nouvelle-Calédonie, d'avoir contribué à nous éclairer par vos travaux. À nous maintenant, les élus, de savoir tirer profit des conclusions que vous nous apporterez. Enfin, je tenais aussi à vous dire que je suis heureuse de constater que votre journée d'études a pu rassembler des praticiens provenant d'horizons professionnels qui vont bien au-delà du strict cadre universitaire. Magistrats, membres du Haut Conseil, juristes de la Polynésie française, du secrétariat général du gouvernement, de l'Assemblée et d'autres services. La matière grise juridique est bien présente en Polynésie. Vos travaux de ce jour ont tiré un premier bilan de la loi du pays, puisque cela fait 5 ans maintenant que notre Assemblée adopte de tels textes. Il vous restera à dégager un second bilan, dans moins de 5 ans je l'espère, pour que nous ayons le plaisir de nous retrouver à nouveau. Je vous remercie. Ouvrons les guillemets. Marc Deben. Professeur de droit public à l'Université de la Polynésie française. Directeur du laboratoire Gouvernance et Développement Insulaire, GDI. La loi statutaire du 27 février 2004 précise qu'outre les délibérations, l'Assemblée de Polynésie française adopte des actes dénommés « loi du pays ». La périphrase est utilisée pour désamorcer le caractère législatif de ces actes. Le Conseil constitutionnel s'est par ailleurs montré réticent sur la notion de pays d'outre-mer, considérant qu'elle n'emportait aucun effet de droit de. Reste la préposition de, dont on ne sait pas très bien si elle doit se lire comme un génitif, imputant l'acte à son auteur, loi adoptée par une autorité du pays, ou comme un ablatif, définissant alors son champ d'application, lex soli, applicable à toutes les personnes physiques ou morales, privées ou publiques dont les activités se déploient sur le territoire. 3. Ces incertitudes justifient les guillemets, ces signes typographiques inventés par l'imprimeur Guillaume au XVIe siècle, utilisés ici non pour mettre en exergue une expression mais pour exprimer une réserve qui ne va toutefois pas jusqu'au rejet républicain des actes dits loi de l'État français, parfois écrits sans guillemets ou réservant les guillemets au seul mot loi, pour souligner qu'elle ne l'est pas. D'autres auraient pu recourir à la formule adverbiale d'origine latine, sic, pour indiquer que L'. On cite un mot ou une expression si bizarre et inconvenant que cela puisse paraître, c'est ainsi. Sic transit gloria mundi. Alors, ouvrons les guillemets. Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats. L'hésitation était compréhensible. Comme en Nouvelle-Calédonie dont Karine David nous présente les lois du pays 4, celles de Polynésie ont bien l'apparence de la loi, tant sur le plan matériel que formel. Matériellement, la loi du pays intervient en effet dans le domaine de la loi. Jean-Paul Pastorel nous rappelle que ce n'est là ni une nouveauté, ni une particularité 5. Aujourd'hui, la question est régie pour les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie par l'article 74 de la Constitution. Pour la Polynésie française, l'article 140 de la loi statutaire précise que les actes dénommés loi du pays sont ceux qui relèvent du domaine de la loi à la condition qu'ils ressortissent à la compétence de la Polynésie française ou soient pris au titre de sa participation aux compétences de l'État. Initialement, cette formule était accompagnée d'une énumération de 14 rubriques que la loi organique du 7 décembre 2007 a supprimées. L'occasion nous est aujourd'hui donnée de nous interroger sur la portée de cette modification. On notera que la mention du domaine de la loi ne fait pas référence à l'article 34 de la Constitution. Il est en effet plus large et plus étroit à la fois. Plus large, dans la mesure où l'intervention du législateur peut être fondée sur d'autres dispositions de la Constitution. Plus étroit, puisque certains alinéas de l'article 34 ne peuvent pas être transposés. Ainsi n'existe-t-il ni loi de finances, ni loi de financement de la sécurité sociale, ni loi de programmation du pays, sauf à les assimiler aux lois du pays à caractère économique et social dont il ne serait alors qu'une sous-catégorie. Formellement, la loi du pays est en outre adoptée dans des conditions et selon des règles qui ne peuvent que rappeler celles prévues par la Constitution. Jean Pérez nous donne le modus operandi, soulignant notamment les convergences sémantiques, projets et propositions de loi, nouvelle lecture, promulgation 6. L'autorité compétente pour adopter la loi du pays porte d'ailleurs le nom d'Assemblée, 7. Il est même possible, à l'instar de l'article 11 de la Constitution, de l'adopter par référendum local.
L'étude de ce mimétisme institutionnel pourrait relever de la sémiologie et s'étendre au choix des emblèmes du pays. Il n'est toutefois nul besoin de faire appel à Roland Barthes pour dégager le signifiant du signifié. Alain Moirand nous rappelle quelles étaient les intentions des promoteurs de l'autonomie polynésienne, qui au-delà de la mise en scène d'un quasi-État souhaitaient pouvoir légiférer 8. Malgré cela, en Polynésie française, les lois du pays n'ont pas, comme en Nouvelle-Calédonie, force de loi 9. Certains en avaient rêvé et étaient près du but quand après un de ces coups de théâtre dont les périodes de cohabitation ont le secret, la révision constitutionnelle nécessaire fut écartée en janvier 2000. La loi organique telle qu'elle fut votée ne reprit pas la philosophie initiale du projet. Le Conseil constitutionnel ne put alors que constater que la distinction formellement établie par la loi organique entre les actes prévus à l'article 140, dénommé loi du pays, et les délibérations, n'a pas pour effet de retirer aux lois du pays leur caractère d'actes administratifs. Refusant de s'en tenir à la lettre de l'article 139 qui énumère les deux types d'actes, le Conseil constitutionnel les emboîte en présentant la loi du pays, comme une délibération d'un type spécial, présentation que l'on peut déduire de la formule. Une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française autre qu'un acte dénommé « Loi du pays 10 ». Contrairement aux lois du pays de Nouvelle-Calédonie, la validité des lois du pays polynésiennes n'est pas examinée par le Conseil constitutionnel. L'article 140 qui les définit place au premier rang le contrôle juridictionnel spécifique du Conseil d'État. On en déduit qu'elles ne peuvent donc être que des actes administratifs. La haute juridiction a ici une compétence directe. Le Conseil d'État intervient en premier et dernier ressort, comme il le fait pour les ordonnances et les décrets, les actes réglementaires des ministres, de la République, ou les décisions des organismes collégiaux à compétence nationale, décisions dont l'importance justifie qu'ils soient soumis au juge administratif le plus prestigieux et que les contestations auxquelles elles donnent lieu soient tranchées le plus rapidement possible. Rémi Keller analyse les règles spécifiques, de procédure et de fond, qui font l'originalité et l'efficacité de ce contrôle. La question principale porte assurément sur la nature du contrôle du pouvoir discrétionnaire de l'Assemblée, lorsqu'elle adopte la loi du pays. Comme nous y invite le fabuliste, il est temps de parler vrai. N'êtes-vous pas souris ? Parlez sans fiction. Depuis 2004, 63 lois du pays ont été promulguées dont plus de la moitié sont relatives à la fiscalité et aux douanes, les autres concernant le commerce et l'industrie, le travail et l'emploi, les questions sociales ou l'environnement. Elles peuvent alors être intégrées aux codes existants, par exemple au Code de l'environnement, au Code du travail ou au statut général des fonctionnaires de la Polynésie française. En pratique, la question doit être posée en amont, de lege soli ferenda. La détermination du cadre juridique dans lequel s'inscrit la loi du pays est fondamentale puisqu'elle détermine sa validité. L'auteur d'un projet ou d'une proposition de loi du pays doit avoir intégré que l'acte qu'il prépare doit respecter les normes supérieures. L'article 140 précise les éléments du bloc de juridicité. Il s'agit d'abord de la Constitution, de son texte articulé comme de son préambule qui renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen telle qu'elle est lue par le Conseil constitutionnel. Ainsi, pour satisfaire au principe d'égalité, les critères d'attribution du concours financier de la Polynésie française aux communes, définis par une loi du pays, devront être objectifs et rationnels. 11. L'article vise ensuite les lois organiques qui peuvent contenir des exigences parallèles. Ainsi, les mesures prises en faveur de la population polynésienne pour favoriser l'accès aux emplois, art. 18, ou la protection de la propriété foncière, art. 19, doivent être fondées sur des critères objectifs. Dans certains domaines, les dispositions organiques peuvent être d'une grande précision. Ainsi, une loi du pays ne pourrait affirmer la propriété privée des lagons, la loi organique précisant la composition du domaine public maritime de la collectivité art. 47-12. Les engagements internationaux de la France dont on sait qu'ils ont une autorité supérieure à celle des lois, figurent ici logiquement. À noter que pour la Polynésie française, ceci inclut le système européen de protection des droits de l'homme, mais non les principes libéraux du traité de l'Union européenne et le droit dérivé. Le Conseil d'État, saisi pour avis du projet de loi organique,
avait souhaité que soient mentionnés les principes généraux du droit. Le sujet était ici polémique, lié à celui du rôle du tribunal administratif. Il est vrai que, comme toute règle non écrite, leur existence n'est pas toujours prévisible. Est-ce à dire qu'il ne s'agit là que des principes que la haute juridiction dégage ? Peut-on y ajouter ceux auxquels se réfère la Cour de cassation, se demande Alain Chiré-13 ? Quant aux pénalistes, il sera tenté d'ajouter à cette énumération des éléments du bloc de l'égalité, la loi elle-même. En effet, les lois du pays peuvent prévoir des peines d'emprisonnement à la condition qu'elles n'excèdent pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature sous réserve d'une homologation préalable par la loi. Article 21. De même, article 19 pour les autres peines, 22 pour les contraventions de grande voirie, 35 pour la recherche des infractions, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées par la loi, la formule S', appliquant alors à tous les actes administratifs. Le débat sur la place des principes généraux du droit, comme les importantes compétences de la Polynésie en droit civil, commercial ou en droit du travail, ont amené à privilégier dans le débat l'objectif de sécurité juridique. La complexité de la procédure et du partage des compétences entre la Polynésie et l'État, et au sein du système polynésien entre les différentes autorités peut en effet la mettre en jeu. Antonino Troianiello nous le montre à nouveau 14. Au-delà de la sécurité juridique, la question devrait être posée en termes de qualité. Comme pour les lois de la République et ses actes réglementaires, il serait en effet judicieux de s'interroger sur l'utilité d'une nouvelle loi du pays, opération préalable qui pourrait justifier le recours à une étude d'impact, c'est-à-dire à une évaluation préalable. Pourquoi ne pas envisager la possibilité de diffuser largement le projet de texte tant aux professionnels du droit qu'à ceux du secteur concerné ou même aux citoyens par le biais d'un site internet ? Les uns et les autres pourraient débattre de l'utilité et de la pertinence du texte, avant qu'il ne soit soumis aux membres de l'Assemblée. Peut-être pourrait-on ainsi prévenir quelques difficultés, avant qu'elles n'apparaissent au stade de l'exécution de la nouvelle loi. Il serait aussi certainement très utile de songer à renforcer la qualité des débats, tant en commission qu'en séance, en articulant mieux ces deux phases de l'opération législative. Au-delà de la qualité de la rédaction, les auteurs des nouvelles dispositions devraient pouvoir s'interroger sur leur efficacité et sur leur efficience. On ne peut en effet imaginer que les élus puissent être insensibles au coût. C'est en fait l'institution même de la loi du pays qu'il faudrait évaluer. On a pu considérer qu'elle contribuait au désordre normatif français 15. En Polynésie, personne ne peut nier qu'elle contribue à la complexité de l'ordre juridique, sans qu'à l'évidence celui-ci n'y gagne en efficacité et en qualité. La comparaison avec les systèmes fédéraux, ou avec la situation des États membres vis-à-vis de l'Union européenne, montrerait certainement qu'il existe d'autres formules, tout aussi respectueuses de l'autonomie, même politique, et assurant certainement aussi bien la sécurité juridique. Il est temps de refermer les guillemets, et d'approfondir l'analyse. La loi du pays calédonienne, éléments juridiques et politiques. Karine David. Maître de conférences de droit public, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Laboratoire d'études juridiques et économiques, LARJE. La loi du pays calédonienne est le symbole de l'organisation juridique particulière de la Nouvelle-Calédonie. Instrument d'essence fédérale, elle s'avère une spécificité en droit français car elle confère à une collectivité territoriale une part du pouvoir législatif qui jusque-là était l'apanage exclusif du pouvoir central. La loi du pays calédonienne est en effet un acte de valeur législative, placé dans la hiérarchie des normes au même niveau que la loi ordinaire adoptée par le Parlement national. Il est toutefois intéressant de noter l'absence de référence expresse à la notion de loi du pays et à sa nature juridique dans le texte constitutionnel, comme témoin de la gêne du constituant à l'égard de ce partage du pouvoir législatif. Néanmoins, sans être nommément désignée et de manière implicite, la loi du pays acquiert une valeur législative constitutionnellement protégée et son contrôle ressortit à la compétence du Conseil constitutionnel. En témoigne l'article 107 de la loi organique du 19 mars 1999 qui constate la force de loi des lois du pays. C'est volontairement que ne sera pas traité ici
la question de la nature juridique de la loi du pays 16. En effet, même s'il existe un débat doctrinal sur cette question, principalement alimenté par le professeur Gohain, une grande partie de la doctrine n'a pas jugé utile de contester la nature législative de la loi du pays tant les intentions des signataires de l'accord de Nouméa et du constituant semblaient claires. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel 17, et à sa suite, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie 18, la Cour administrative d'appel de Paris 19, et enfin, le Conseil d'État 20, n'ont pas hésité à consacrer cette nature législative. Dès lors, la présentation de la loi du pays effectuée ici consistera en une analyse de l'instrument normatif d'un double point de vue. Tout d'abord, la loi du pays sera évoquée sous un angle procédural et matériel, afin de démontrer l'originalité de la loi du pays. Ensuite, sera abordé le contexte politique particulier dans lequel intervient la loi du pays calédonienne, lequel permet d'expliquer son caractère unique à l'heure actuelle en droit français. 2. La loi du pays, un instrument normatif original en droit français. Les conditions d'élaboration de la loi du pays sont essentielles en ce qu'elles permettent de juger de la propension de la loi du pays à présenter les garanties de forme dignes de la place qui lui a été accordée dans la hiérarchie des normes. Il s'agit ici d'aborder des éléments relatifs aux règles procédurales, A, mais également de contrôle, B, ainsi qu'ayant trait à son domaine matériel, C. A. Les règles procédurales. Une première constatation s'impose. L'accord de Nouméa, le titre 13 de la Constitution et la loi organique du 19 mars 1999 ne fixent que des règles minimales, dans un souci manifeste d'assimilation à la procédure législative nationale, laissant ainsi une large liberté d'appréciation au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour décider des règles qu'il se fixe en la matière par l'adoption d'une délibération portant règlement intérieur de l'Assemblée. La loi organique impose 3 obligations principales. Tout d'abord, un avis préalable du Conseil d'État est obligatoire sur chaque projet ou proposition de loi du pays. En pratique, cet avis revêt une importance décisive dans la procédure, tant pour les garanties juridiques qu'il procure que s'agissant du rôle de guide et de conseil que la haute juridiction doit remplir. Ensuite, les parlementaires ont transposé la désignation d'un rapporteur dont le rôle est comparable à quelques nuances près, à celui existant dans les assemblées parlementaires nationales. Enfin, étape caractéristique mettant fin à la procédure législative, la loi du pays est promulguée selon des modalités définies par la loi organique statutaire. Devant ce peu d'obligations imposées par les textes de référence, beaucoup de règles sont donc issues du règlement intérieur dont le Congrès s'est lui-même doté. Cet élément est essentiel pour la compréhension de la procédure et des difficultés qu'elle engendre. En effet, il apparaît globalement que les conseillers de la Nouvelle-Calédonie ont eu des difficultés pour inventer une procédure législative locale, indépendamment de celle applicable aux délibérations. En conséquence, le règlement intérieur du Congrès s'avère quelquefois être une compilation mal articulée des dispositions applicables aux délibérations et des règles imposées par la loi organique pour l'adoption des lois du pays. Il en résulte parfois une certaine confusion dans la procédure, tant la transposition des prescriptions du législateur organique dans les dispositions préexistantes du règlement intérieur a été appréhendée sans vision d'ensemble du cheminement procédural du texte. Il est certain qu'une autre technique d'élaboration de la procédure aurait permis d'éviter bien des écueils. Il aurait pour cela été nécessaire que les élus s'approprient le nouvel instrument normatif qui leur était confié, afin de concevoir une procédure propre à la loi du pays. Force est de constater qu'il n'en est nullement le cas. B. Le contrôle de la loi du pays. Au contraire de la loi du pays polynésienne, dont le contrôle ressortit à la compétence du Conseil d'État, la loi du pays calédonienne peut être déférée au Conseil constitutionnel. Cette faculté est d'ailleurs perçue comme le symbole de sa nature législative. A. Des modalités procédurales conformes à la tradition française. Le contrôle de la loi du pays est conçu selon le schéma classique du contrôle de constitutionnalité sous la Ve République, c'est-à-dire un contrôle a priori par voie d'action. Comme pour la procédure de contrôle des lois ordinaires inscrite à l'article 61 de la Constitution, peu d'éléments sont imposés par le législateur organique. Ainsi,
le Conseil constitutionnel, qui n'a jamais formalisé la procédure applicable devant lui 21, reste libre d'en fixer les contours 22. Seules quelques différences notables tant du point de vue de la saisine que de la procédure elle-même peuvent être relevées. Tout d'abord, la saisine du Conseil constitutionnel ne peut avoir lieu que si une seconde lecture du texte a eu lieu et à la condition d'être initiée par une autorité politique désignée pour ce faire. Ces modalités respectées, le Conseil sera à même d'effectuer son contrôle lorsque le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qui fait office de greffe, lui aura transmis la totalité des pièces de la procédure. Dans les 15 jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays, l'article 103 de la loi organique prévoit en effet la possibilité pour le haut-commissaire, le gouvernement, le président du Congrès, le président d'une assemblée de province ou 11 membres 23 du Congrès de demander une deuxième délibération sur tout ou partie du texte adopté. La seconde délibération effectuée, et comme au niveau national, seules certaines autorités politiques peuvent saisir le Conseil constitutionnel dans un délai de 10 jours. Il s'agit du représentant de l'État, du président du Congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, des présidents d'assemblées de province et de 18 conseillers 24. Eu égard au faible nombre de saisines du juge constitutionnel à l'heure actuelle, la détermination des règles applicables devant le Conseil constitutionnel reste toutefois difficile et hypothétique. La transposabilité des règles de procédure utilisées par le Conseil pour le contrôle des lois ordinaires s'impose donc comme la seule technique permettant de déterminer les modalités du contrôle de la loi du pays. B. Des normes de référence aménagées. Il convient par ailleurs de s'interroger sur les normes susceptibles d'être utilisées par le Conseil constitutionnel pour effectuer son contrôle. En effet, la doctrine est divisée sur la portée du contrôle opéré par le juge constitutionnel sur les lois du pays et l'unique contrôle opéré à ce jour 25 ne permet pas de se prononcer de façon tranchée. Pour anticiper l'intensité du contrôle du Conseil, il est nécessaire de s'interroger sur les normes de référence susceptibles d'être utilisées par la juridiction constitutionnelle. Ceci permet de déterminer les règles de fond et de forme que doit respecter le législateur calédonien, pour ne pas encourir la censure du juge constitutionnel. 1. Des règles de fond sensiblement différentes. Les atteintes à la constitutionnalité susceptibles d'être rencontrées dans une loi du pays trouveront leur origine dans une contrariété au bloc de constitutionnalité applicable à la Nouvelle-Calédonie. Il convient de le distinguer du bloc de constitutionnalité tel que défini au niveau national, puisqu'il s'en écarte sensiblement. Il est composé, d'une part, des normes à valeur constitutionnelle classique, elles-mêmes aménagées en vertu des articles 76 et 77 de la Constitution et des orientations définies par l'accord de Nouméa, et d'autre part, cela a été confirmé dès la première décision du Conseil relative à une loi du pays 26, de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie 27. 2. Le bloc de constitutionnalité procédurale. Le contrôle juridictionnel des lois du pays n'est pas limité au fond du texte, puisque certaines règles procédurales doivent être respectées. En effet, l'étendue du contrôle des lois du pays par le Conseil constitutionnel concerne également leur procédure d'adoption. Il réside dans la vérification du respect des règles de forme imposées par les textes de référence. L'intensité du contrôle dépendra néanmoins de la nature de ces dispositions, et particulièrement, de l'incorporation de tout ou partie du règlement intérieur de l'Assemblée locale dans les normes à respecter. De notre point de vue, il est peu probable que le juge constitutionnel s'attache à contrôler le respect des dispositions du règlement intérieur du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. D'autant plus que cela aurait pour effet de constitutionnaliser tout ou partie d'un texte réglementaire, au surplus adopté par une assemblée locale, fût-elle détentrice d'un pouvoir législatif. Il apparaît plus plausible que le Conseil constitutionnel applique aux lois du pays les mêmes règles à valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative qu'aux assemblées parlementaires nationales, en sus des dispositions procédurales contenues dans les textes faisant partie du bloc de constitutionnalité propre à la Nouvelle-Calédonie. Quelles sont ces règles à valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative ? Elles sont peu nombreuses.
Si l'on exclut les jurisprudences interprétatives de la lettre de divers articles de la Constitution relatifs à la procédure législative nationale, il n'existe que peu de principes consacrés comme ayant une valeur constitutionnelle en la matière qui seraient transposables aux lois du pays. Après avoir recensé les règles procédurales évoquées par le juge constitutionnel dans sa jurisprudence, les seules règles prétoriennes paraissant pouvoir être transposées à la procédure d'adoption des lois du pays sont celles relatives au droit d'amendement. C. Le domaine matériel de la loi du pays. La détermination du domaine de la loi du pays constitue un élément fondamental dans l'étude de l'instrument normatif local. En effet, l'importance de son domaine participe de l'étendue de son champ d'intervention. Une loi du pays cantonnée dans peu de secteurs ou dans des domaines de faible importance signifie un instrument normatif secondaire dépourvu de portée générale. En revanche, une loi du pays intervenant dans des domaines nombreux et essentiels préfigure une prépondérance de la norme locale. Le domaine matériel de la loi du pays calédonienne est défini à l'article 99 de la loi organique. Il sera croissant au fur et à mesure des transferts de compétences de l'État vers la Nouvelle-Calédonie 28. Par conséquent, les lois du pays connaîtront un champ d'intervention de plus en plus vaste, comprenant des matières dont l'importance doit être soulignée, en particulier le droit civil, le droit du travail ou encore le droit fiscal. À l'issue du processus de dévolution, la loi du pays occupera un espace considérable, similaire à celui de son modèle national, sous réserve de la répartition des compétences avec l'État. À cet égard, il y a lieu de souligner les similitudes avec la loi du pays polynésienne. Toutes les matières qui relèveront, à terme, du domaine législatif, selon un calendrier dont les premières étapes ont été fixées par la loi organique et dont les suivantes le seront par le Congrès, constituent des domaines importants pour le développement autonome et différencié de la Nouvelle-Calédonie. Il est donc intéressant d'analyser la portée matérielle du pouvoir législatif local, tel que défini par l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 qui, à la manière de l'article 34 de la Constitution, fixe le domaine d'intervention de la loi du pays. L'accord de Nouméa et l'article 77 de la Constitution ne prévoyant que le principe de l'existence de la loi du pays mais n'en fixant nullement le champ d'application, l'intervention du législateur organique était nécessaire pour procéder à la détermination du domaine législatif local. La méthode utilisée par les rédacteurs du projet de loi organique a été guidée par le souci, formulé par les négociateurs de l'accord de Nouméa, de régler les difficultés engendrées par la valeur réglementaire des textes adoptés par l'Assemblée locale, dans des matières qui relèvent au niveau national du domaine de l'article 34 de la Constitution. Dès lors, le principe a résidé dans l'alignement de l'article 99 de la loi organique sur l'article 34 de la Constitution. Toutefois, on ne peut nier l'originalité du domaine législatif local, tant il a été nécessaire de tenir compte des spécificités statutaires et sociétales de la Nouvelle-Calédonie pour mettre en place un domaine matériel en adéquation avec les nécessités sociopolitiques du territoire. Bien sûr, ces aménagements ne sont pas exempts de toute critique, tant la pertinence de certains choix s'avère parfois discutable. Combiné à la progressivité des transferts de compétences, il en ressort un domaine matériel qui présente certaines discordances avec le domaine législatif national. A. Une concordance nécessairement limitée par le cadre institutionnel. L'article 99 de la loi organique opère donc par mimétisme par rapport à l'article 34 de la Constitution, en restant dans les limites fixées par le cadre statutaire de la Nouvelle-Calédonie et notamment par l'étendue du partage de compétences avec l'État. Cela aurait dû, à première vue, aboutir à un domaine législatif assez ordinaire. Bien évidemment, une adéquation totale entre les articles 34 de la Constitution et 99 de la loi organique n'était ni possible, ni souhaitable. Tout d'abord, parce que certaines compétences énumérées à l'article 34 ressortissent toujours à l'État, et ne peuvent donc pas figurer à l'article 99 de la loi organique. On peut citer par exemple la nationalité, la procédure pénale ou encore l'organisation générale de la défense nationale. Ensuite, certaines compétences n'existent pas en métropole et revêtent une importance particulière sur le territoire.
Il s'agit notamment des signes identitaires et du nom, du droit coutumier, de la répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et d'équipement ou encore de l'échéancier des transferts de compétences, qui ont par conséquent été inscrits à l'article 99. Par ailleurs, il a été décidé que certaines compétences, qui relèvent au niveau national du pouvoir réglementaire, auraient en Nouvelle-Calédonie une valeur législative 29, du fait de leur caractère particulièrement sensible sur le territoire. En conséquence, les règles relatives aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ont été insérées à l'article 99 de la loi organique. Enfin, en raison de leur caractère dérogatoire à certaines règles constitutionnelles comme le droit au travail et l'égalité d'accès aux emplois publics, les règles relatives à la mise en place de mécanismes de protection de l'emploi local relèvent du domaine législatif local. Toutefois, d'autres distinctions avec l'article 34 sont plus difficilement compréhensibles. B. Un domaine matériel imparfait. En opérant une transposition partielle de l'article 34 de la Constitution à l'article 99 de la loi organique, le législateur national semble, par manque d'originalité, et peut-être dans sa hâte, avoir déterminé un domaine législatif qui ne correspond pas exactement à la réalité calédonienne. Les travaux parlementaires ne donnent malheureusement que très peu d'indications pour guider l'observateur sur les choix effectués par le législateur organique. Ce regret concerne plus particulièrement l'environnement et ce, à un double titre. Tout d'abord, la Nouvelle-Calédonie doit faire face à deux difficultés majeures en la matière. Des risques de pollution aggravés par les projets de construction de deux usines d'exploitation et de traitement du nickel et la préservation des richesses du lagon 30. Ensuite, il est dommage de constater que cette compétence se trouve cantonnée dans le domaine réglementaire des provinces alors que, dans le même temps, elle a reçu au niveau national une protection constitutionnelle avec l'adoption de la Charte de l'environnement et que les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement ont été introduits au 15e alinéa de l'article 34 de la Constitution 31. D'autres incohérences peuvent être décelées. Le droit de la fonction publique relève du domaine réglementaire. Il en est de même s'agissant de la fixation du taux de l'impôt, alors que l'assiette et les modalités de recouvrement relèvent du domaine législatif ou encore de l'adoption du budget, sans pour autant qu'il soit possible de trouver des explications dans les débats parlementaires auprès des signataires. Voilà pour l'étude de l'instrument en lui-même. Toutefois, il est maintenant intéressant, eu égard aux présentations qui suivent relatives à la loi du pays polynésienne, de s'interroger sur les raisons pouvant expliquer la différence fondamentale entre loi du pays calédonienne et polynésienne. 2. Le contexte politique particulier de la Nouvelle-Calédonie. Pour tout observateur attentif du droit institutionnel de l'outre-mer, il paraissait normal que la réforme constitutionnelle de 2003 aboutit à l'octroi d'un pouvoir législatif à la Polynésie française. D'ailleurs, le projet de loi constitutionnelle laissait entrevoir cette possibilité. Finalement, la prudence du constituant conjuguée à la mise en œuvre timorée des nouvelles dispositions constitutionnelles par le législateur organique, ont eu raison de l'extension d'un pouvoir législatif à la Polynésie française. Soulignant l'originalité de la solution calédonienne, l'article 74 nouveau de la Constitution autorise les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie à adopter des textes dont la valeur supradécrétale les différencie de la délibération. Toutefois, leur portée infralégislative les éloigne du concept de loi du pays tel que rencontré en Nouvelle-Calédonie. Sans nous étendre sur les circonstances qui ont conduit à cette solution, certainement mieux connue en Polynésie française qu'à Nouméa, nous en chercherons plutôt les raisons. A. Le pouvoir quasi-législatif des collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie. A. Une confusion entretenue par l'appellation loi du pays polynésienne. Il ne s'agit pas ici de traiter des caractéristiques de la loi du pays polynésienne. Toutefois, certains éléments relatifs à l'instrument polynésien entretiennent une confusion regrettable avec la loi du pays calédonienne. En cela, il est intéressant de s'y arrêter. En effet, outre l'homonymie trompeuse, le malentendu autour du concept est entretenu par certaines caractéristiques de la norme polynésienne, telles que son domaine matériel ou ses modalités de contrôle. 1.
Des modalités de contrôle ambiguës. En combinant deux types de saisine, le contrôle de la loi du pays polynésienne reflète son ambivalence. Le législateur organique, qui disposait d'une large marge de manœuvre, les modalités de saisine n'ayant pas été clairement définies par la réforme constitutionnelle, n'a en effet pas pu surmonter le caractère hybride de l'instrument. La loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française met en place un mécanisme juridictionnel conforme aux prescriptions constitutionnelles. Les différentes modalités de saisine du Conseil d'État comme les caractéristiques de son contrôle combinent les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution et celles du recours pour excès de pouvoir. Si cette seconde procédure différencie bien les deux instruments, la première transpose clairement les modalités de saisine du Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois du pays calédonienne en instaurant une saisine politique a priori et par voie d'action devant le Conseil d'État. Là s'arrêtent toutefois les similitudes entre les modalités de contrôle des deux lois du pays, puisque le caractère réglementaire de l'instrument polynésien a imposé au législateur organique de prévoir une saisine ouverte aux particuliers, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir dont la procédure a été aménagée. 2. Un domaine matériel analogue. Les deux collectivités disposent d'un domaine matériel équivalent pour leurs lois du pays. Les quelques différences peuvent être expliquées par les spécificités propres à la Nouvelle-Calédonie, et le fait qu'il existe en Polynésie une exacte correspondance avec l'article 34 de la Constitution. En effet, l'article 139 de la loi organique dispose que les lois du pays sont les actes qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'État. B. Une homonymie regrettable. Finalement, l'homonymie entre les deux instruments est regrettable. La mention exprès aux lois du pays ne figurait à l'origine qu'à l'article 139 du projet de loi organique. À ce propos, de nombreuses interventions au cours des débats parlementaires allaient dans ce sens. Ainsi, la sénatrice Jacqueline Gouraud objectait que la notion de loi du pays ne nous semble pas tout à fait appropriée dans la mesure où il s'agit d'actes de nature réglementaire dont le contrôle juridictionnel est assuré par le Conseil d'État. Nous pensons que cette expression peut créer une confusion 32. Le sénateur Simon Sutour défendait justement un amendement visant à dénommer ces actes « loi de la collectivité » pour éviter toute confusion. Les doutes étaient encore plus sérieux devant l'Assemblée nationale, puisque René Dauzière, spécialiste de la question en sa qualité de rapporteur de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie en 1999, défendait une motion d'irrecevabilité basée sur l'absence de constitutionnalité de certaines dispositions du projet de loi organique. Parmi elles, l'appellation de loi du pays lui paraissait totalement inadaptée car contraire à la réalité. Elle est d'une ambiguïté totale, comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis du 9 octobre 2003-33. Il allait jusqu'à qualifier les lois du pays polynésiennes de « loi du pays Canada Dry 34 ». De même, l'ancien ministre de l'Outre-mer, M. Jean-Jacques Kéran soulignait qu'on ne peut pas appeler loi du pays, en droit français, ce qui procède d'un acte réglementaire et qui, par nature, relève du contrôle du Conseil d'État 35. Néanmoins, contrairement au souhait de ce dernier que le Conseil constitutionnel suive l'excellent raisonnement de M. René Dauzière, le Conseil constitutionnel n'a pas soulevé ce point dans sa décision et n'a donc pas censuré l'appellation loi du pays 36. Ce silence du Conseil constitutionnel est fort regrettable, puisqu'il permet d'entretenir la confusion entre deux instruments juridiques fort différents. Ainsi, le juge constitutionnel va dans le sens de Pascal Clément lorsqu'il affirme que ce n'est pas parce qu'on emploie le même mot qu'on désigne la même chose 37. Ce qui est tout de même assez gênant en droit. Cela rejoint par ailleurs la logique de la ministre de l'Outre-mer, lorsqu'elle affirme que le terme de loi du pays renvoie moins à leur force juridique qu'à leur contenu qui appartient bien au domaine de la loi 38. Toutefois, il paraît difficile de trouver un fondement sur lequel aurait pu s'appuyer le juge constitutionnel. En effet, la censure par le Conseil constitutionnel de l'appellation loi du pays pour désigner un acte réglementaire suppose que non seulement l'expression mais également la valeur législative qu'elle induit est valeur constitutionnelle.
Telle n'a pas été la position du Conseil constitutionnel. Il convient de souligner ici l'incohérence du législateur organique, s'agissant des statuts respectifs de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. En application de l'alinéa 1er de l'article 72A4 de la Constitution, qui prévoit la possibilité pour une partie de collectivité de changer de régime, les populations des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont approuvé, par référendum le 7 décembre 2003, la transformation de chaque commune en collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution. En conséquence, le Parlement a attribué aux deux nouvelles collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie un pouvoir normatif similaire à celui de la Polynésie française sans pour autant qualifier ces actes de loi du pays, ajoutant encore un peu de confusion à un droit de l'outre-mer qui n'en a pas besoin. On peut en conclure que le signifié du mot « pays » n'est pas le même dans les deux territoires. En Polynésie française, il signifie pays d'outre-mer, collectivité autonome de la République, alors qu'en Nouvelle-Calédonie, il sous-tend l'État en devenir. B. La loi du pays calédonienne, une loi en gestation pour une nation en devenir. C'est la spécificité du contexte sociopolitique calédonien et la nécessité sous-jacente de mettre en place une citoyenneté locale qui permette selon moi d'expliquer la singularité de la solution calédonienne. En effet, une société plurielle comme la Nouvelle-Calédonie n'est pas naturellement harmonieuse. N'étant pas une démocratie consociative, il était nécessaire de construire un cadre afin d'assurer la coexistence pacifique des différentes communautés. Dans ce cadre, la citoyenneté est apparue comme un instrument fondamental pour créer le destin commun dont la société plurielle calédonienne a besoin. À cet égard, il apparaît qu'il existe un lien indéfectible entre loi du pays et citoyenneté locale. Toutefois, la dévolution d'un pouvoir législatif local n'est envisageable que si les conditions propices à la mise en place d'une citoyenneté différenciée sont réunies. Force est de constater qu'à l'heure actuelle, seule la Nouvelle-Calédonie remplit ces conditions. A. Le lien entre citoyenneté et loi du pays. Pour expliquer le lien entre citoyenneté et loi du pays, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.